Le ciel de Mexico se lève dans un ton doré, mêlant pollution et promesses. Dans le quartier pittoresque de Polanco, où les bâtiments brillent comme des temples modernes de l'élite, Gaël Monteverde, un milliardaire solitaire et mystérieux, parcourt les avenues dans sa Rolls-Royce Phantom blindée. Son expression était celle de quelqu'un qui possède le monde, et pourtant il le regardait avec ennui. Héritier du groupe Monteverde, un empire avec des activités allant des infrastructures à la technologie de défense, Gaël a été façonné dès son plus jeune âge pour dominer. Mais à 39 ans, impliqué dans des rachats d'entreprises et de faux sourires sociaux, une chose dans ses yeux l'a trahi, il était brisé à l'intérieur. De l'autre côté de la ville, où les trottoirs fissurés et les vendeurs ambulants dominent la scène, Marisol Davila tente de protéger le peu qu'il lui reste, une vieille couverture, un sac à dos qui fuit et la vie qui a grandi dans son ventre. Enceinte de 6 mois, elle a survécu en dormant près de la station de métro Hidalgo, en improvisant des abris en carton et en faisant face à l'indifférence des milliers de personnes qui la voyaient sans la voir. Marisol avait une vie. Il travaillait dans une boulangerie de la ville jusqu'à ce qu'il soit licencié sur une accusation injuste. Il a perdu son téléphone portable, ses papiers. Le père du bébé a rapidement disparu lorsqu'il a promis son soutien. Dès lors, le salut était le seul verbe possible. Sa voix intérieure répétait « Je ne vais pas laisser ce bébé naître dans la rue ». Entre-temps, le conseil d'administration de la Fondation Monteverde se réunissait en secret. Gaël reçoit un ultimatum voilé de son grand-père mourant. La succession de l'entreprise ne peut être décidée par le seul mérite. L'aîné Vicente Monteverde, fondateur de Everything, voulait que son petit-fils soit non seulement fort en affaires, mais aussi quelqu'un capable de construire une vraie famille, avec un but et de la sensibilité. Et il a été clair, celui qui lui donnerait le premier un arrière-petite-fille légitime hériterait de la présidence à vie. Sinon, le conglomérat pourrirait aux yeux des actionnaires, ce qu'aucun membre de la famille ne souhaitait. Gaël sentit le coup comme s'il s'agissait d'une insulte. Je ne crois pas au mariage ou à l'éducation des enfants. Pour lui, l'émotion est une distraction dangereuse. Perdu le contrôle de l'empire? Inacceptable. C'est alors qu'un plan a commencé à se former. Et si elle rencontrait quelqu'un qui était déjà enceinte? Et qui a accepté de se faire passer pour la mère de son futur héritier? Puis, par une matinée de brouillard fin et de pensées confuses, Gaël vit Marisol pour la première fois. Elle s'est assise sur le trottoir, couverte d'un châle déchiré, se câlinant le ventre comme s'il s'agissait de son dernier bien. Son regard le frappa comme un coup, non par pitié, mais par courage. Cette femme n'a rien demandé. Il se bat. Gaël est sorti de la voiture, ce qui était impensable pour quelqu'un comme lui, et s'est approché. Son agent de sécurité a essayé de l'arrêter, mais elle l'a ignoré. Il ne savait pas exactement ce qu'il allait faire ou dire, mais il y avait quelque chose dans ce regard sale et fort qui l'appelait. Une étincelle, peut-être. Ou le début de quelque chose que même la personne la plus stratégique de la ville n'aurait pas pu prévoir. Polanco, la maison de Gaël Monteverde, est un quartier où chaque front cache une lutte silencieuse pour le statut. Votre appartement triplex occupe les derniers étages d'un immeuble avec une vue imprenable sur Lincoln Park. À l'intérieur, tout est automatique, des rideaux qui s'ouvrent grâce à des capteurs, des vins à commande vocale et une bibliothèque qui ressemble plus à une galerie d'art. Mais à l'inverse de la sophistication dont il fait preuve, Gaël vit une vie entourée de vide, des dîners sans conversation, des fêtes pleines d'inconnus et des réunions d'affaires où il fait semblant de se soucier. Le monde de Gaël tourne autour du contrôle. Dès son plus jeune âge, il a appris à ne pas montrer d'émotion, car l'émotion est une faiblesse. La perte de sa mère à l'âge de 12 ans et le silence émotionnel de son père ont fait de lui un adulte qui fait plus confiance aux contrats qu'aux promesses. Leurs relations sont courtes, transactionnelles. Mais même enveloppé dans le luxe, l'absence de tout ce qui est réel le dérange, même s'il ne l'admet pas à voix haute. Pendant ce temps, dans le secret des gens de la ville, Marisol survit en marge de tout. Il s'est caché dans des espaces qui n'existaient pas sur les cartes, connaissait les meilleurs endroits pour demander de l'aide sans se mettre en colère et a appris à échapper aux apparences menaçantes. Il n'avait que 26 ans, mais ses yeux étaient portés par une décennie de douleur. La grossesse, bien qu'inattendue, l'a amené à lutter contre la maladie. Il ne rêvait pas de château, mais d'un endroit propre et sûr où le bébé pourrait dormir sans le bruit des klaxons ou des sirènes. Marisol s'est enfuie des abris. Il a essayé, mais il s'est heurté à des regards critiques, à des vols et à des promesses vides. Faites confiance au trottoir plutôt qu'à la gentillesse. Et même là, assise avec son ventre en pleine croissance, elle tient toujours un vieux livre pour enfants à la couverture déchirée, les seuls vestiges d'une enfance autrefois belle.
c'est ce que vous lisez silencieusement à votre enfant tous les soirs, comme si vous pouviez le protéger du monde avec des mots doux. Dans l'univers parallèle de ces deux personnages, les personnages secondaires portent également leur propre couche. La sœur cadette de Gaël, Renata, est une artiste visuelle vivant à Oaxaca. Il rompt avec sa famille en rejetant le style de vie d'entreprise, mais il maintient un lien émotionnel fort avec son frère, même s'il ne l'a pas vu depuis des années. Il serait le lien émotionnel que Gaël avait perdu. Le père Julian, un prêtre qui aide les sans-abri, reconnaît Marisol à vue. Il ne juge pas et ne promet pas de miracle, mais il offre l'ouïe et le pain. Elle va être un personnage qui, bien que prudent, plantera de toute façon les graines de ce quest Marisol. Esteban, le bras droit de Gaël, est un ancien cadre du marketing qui est devenu le résolveur des problèmes du milliardaire. Il regarde la proposition de Gaël avec scepticisme, mais il comprend que la distraction émotionnelle est un territoire où même le contrôle de Gaël ne fonctionne pas. Don Vicente Monteverde, le patriarche, était un vieil homme coriace, avec une voix grave et des yeux qui effrayaient encore tout le monde. Bien qu'affaibli, son sens de l'héritage est inébranlable. La façon dont il observait le monde était dépassée, mais c'était précisément cette vision qui amènerait l'Empire au bord de l'extinction. Ces mondes, l'un en marbre et l'autre en béton fissuré, sont sur le point d'entrer en collision. Et le Mexique, avec sa beauté brute et ses contradictions sociales, serait le cadre parfait pour cela. Le lendemain, après une rencontre tranquille sur le trottoir, Gaël Monteverde est retourné au même endroit. Il le regarda de loin avant de s'approcher. Marisol, comme la veille, lisait silencieusement sur son ventre. Remarquant sa présence, elle leva les yeux avec un mélange de prudence et de défi. Il n'était pas rare qu'un homme en costume italien affronte une femme enceinte dans la rue sans tourner immédiatement son visage par la suite. Gaël s'est présenté en quelques mots et, au lieu de l'aumône ou de la nourriture, il a fait l'impensable: je dois faire une proposition. Marisol rit intensément. Il a tout entendu, mais la demande en mariage d'un millionnaire? Cela ressemble à une blague. Elle a expliqué son idée avec une froideur chirurgicale: j'ai besoin de faire semblant d'être la mère d'un de mes enfants. Jusqu'à la naissance seulement. En retour, ils auront un logement, des soins médicaux, de la nourriture, la sécurité. Ensuite, vous pouvez continuer votre vie dans la dignité, même s'il y a un prix à recommencer. Marisol le regarda comme si elle était folle. Et peut-être que c'est le cas. Mais il y avait quelque chose dans la proposition qui faisait plus mal que l'offre elle-même, l'idée de vendre sa grossesse comme s'il s'agissait d'une marchandise. « Pourquoi moi ?» a-t-il demandé. « Parce que vous êtes enceinte. » Il n'a pas l'air d'être le genre de personne dont on se soucie. Cette phrase l'a durement frappé. C'est vrai. Il a toujours refusé la miséricorde. Mais accepter cet accord semble immoral? Ou est-ce simplement désespérément pratique? Marisol a demandé 24 heures. J'aimerais réfléchir. Et la pleine conscience est un luxe qu'il a rarement. Cette nuit-là, sous un viaduc, serrant son propre corps, il pesa le pour et le contre. Il n'y a rien de romanesque dans cette proposition. C'est juste de la logique froide. Et si c'était la seule chance de se sauver et de sauver le bébé? Le lendemain, il est apparu au même endroit. D'une voix forte, il a dit: j'accepte. Je le ferai pour mon fils. Et pour moi. Ce n'est pas pour toi. Le contrat a été signé dans un appartement discret de Coyoacán. Étienne, le fidèle écuyer de Gaël, s'occupait de tout. Des examens médicaux, de nouveaux vêtements, de fausses cartes d'identité. Marisol a été rebaptisée Luciana Prado, une consultante présumée pour des ONG européennes qui est rentrée au Mexique enceinte de Gaël, son ex-petit ami de jeunesse. Les premiers jours ont été calmes. Gaël a évité le contact. Marisol aussi. Mais petit à petit, les petits gestes sont venus. Il a laissé un livre sur la table, il a laissé du chocolat dans le salon. Pas un mot. Stock uniquement. C'était comme si un code de respect était né. Mais le monde extérieur ne s'est pas arrêté. Les médias adorent les spéculations sur la vie amoureuse de Gaël. Peu de temps après, la nouvelle a éclaté qu'il était sur le point de devenir père. Don Vicente, le grand-père, demanda à dîner. Il voulait rencontrer la mère de son arrière-petite-fille. L'attention n'a pas d'importance. Marisol répétait des répliques devant le miroir. Gaël a raconté chaque détail de ce qu'il avait à dire. Mais, au moment de la rencontre, c'est lui qui était content d'elle. Habillée simplement, les cheveux attachés et une posture tranquille,
Marisol était non seulement convaincue, mais aussi touchée par le vieux Vicente. Il a dit très peu, respectueusement, mais avec vérité. Il n'a pas utilisé de mots fantaisistes, mais il a transmis quelque chose que même les meilleurs acteurs ne peuvent pas faire, une vraie présence. Après ce dîner, Vincent n'a pas hésité. Ce sera mon héritier, a-t-il dit, les larmes aux yeux. Mais pour Gaël, cette victoire n'a pas apporté de soulagement. Il a du poids. Pour la première fois, il a eu l'impression d'avoir créé quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, et cela l'a effrayé plus que n'importe quelle crise commerciale. Marisol, quant à elle, commence à découvrir un autre type de conflit. Dans le confort de sa maison, avec la nourriture chaude et le respect, il s'est rendu compte qu'il détenait plus que l'accord. Pour la première fois, cela n'est pas considéré comme un problème. C'est tout. Cela l'a affaibli. Je ne veux pas avoir d'espoir. Je ne veux pas croire que ce monde puisse être réel. Le dilemme a été soulevé. Gaël tente de protéger son empire en prétendant n'avoir rien de personnel. Marisol a essayé de protéger son cœur en prétendant que c'était juste le salut. Mais le temps ne pardonne pas l'hypocrisie. Et à chaque échographie, à chaque nuit blanche, à chaque échange silencieux de regards, le mensonge cessait d'être une présentation et commençait à apparaître. Destin. Au fur et à mesure que le plan de Gaël et Marisol se concrétise, les vies autour d'elle commencent à s'effilocher avec des connexions nouvelles et inattendues. Renata Monteverde, la sœur de Gaël, a découvert la liaison présumée de son frère par le biais d'un article de magazine. Lui, qui avait toujours été un rebelle, était stupéfait. Gaël? Amoureux? Papa? La voix sonnait comme une blague. Il a décidé de retourner à Mexico pour le voir par lui-même. L'arrivée de Renata a été une bouffée d'air frais dans le manoir hermétique de son frère. Avec son énergie artistique, son questionnement direct et son île sensible, il a vite compris qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce cadre trop parfait. Dans un moment de conversation détendue, Renata s'approcha de Marisol. La Luciana des documents juridiques est un non-sens. Mais la femme derrière la robe est réelle. Renate l'a vu. Les deux hommes ont commencé à former un lien délicat, un lien de respect discret et de blessures mutuelles, bien qu'ils proviennent de mondes opposés. Entre-temps, le père Julien, qui connaissait Marisol grâce à ses nuits dans la rue, l'a de nouveau salué lors d'une visite à la Fondation Monteverde. Il ne l'a pas enlevé de son masque. Mais son regard lui disait: je sais qui tu es, et je sais à quel point tu t'es battu pour arriver ici. Marisol a été profondément émue par cette rencontre. C'était comme si son ancienne vie frappait à la porte, non pas pour le condamner, mais pour lui rappeler qui il était vraiment. De la part de Gaël, Esteban commença à se montrer inquiet. Le fidèle assistant a vu le changement chez le patron. Il était moins froid, plus distrait par les affaires et souriait parfois inconsciemment. Ce n'est pas dans le contrat, Gaël, a-t-il dit une fois, d'un ton moitié plaisant, moitié alerte. Et il y a une autre ombre à l'horizon. Santiago, le cousin ambitieux que la famille déteste, réapparaît lorsqu'il apprend que Don Vicente a accepté Marisol comme future mère de l'héritière. James était intelligent, cruel et connaissait l'arrière de la salle familiale. Et il n'acceptait pas d'avoir été exclu d'un empire qu'il croyait être sa possession légitime. Il commença à enquêter soigneusement sur les origines de Luciana Prado. Cette pression externe s'ajoute à la tension interne croissante. Gaël, en réunion d'affaires, est distrait en pensant à la chambre de bébé, aux mains de Marisol sur le ventre, à la façon dont elle dit merci en souriant sans rien demander. Lui qui pensait tout comme un plan stratégique, a maintenant l'impression d'entrer dans un territoire qu'il ne sait pas gérer, ressentir. Marisol, quant à elle, a ressenti une peur renouvelée. Il n'avait plus peur de la faim ni du froid. Peur d'y croire. La chambre qu'ils ont préparée, le bain chaud, l'amour attentif. Tout cela peut se perdre en un clin d'œil. Quand un enfant naît, que va-t-il lui arriver? Je ne veux pas faire partie d'un jeu. Je ne sais pas non plus comment je peux vivre sans la chaleur que je ressens tous les jours. De plus, l'obstétricien qui a traité Marisol, le docteur Ximena Salazar, a remarqué quelque chose d'étrange. Le niveau émotionnel de la patiente était inhabituel. Il a montré des signes évidents de stress et d'anxiété masquée. Ximena a essayé de parler à Gaël, mais elle l'a évité. Après tout, c'est un traité. Mais au fond d'elle-même, son inquiétude pour Marisol a grandi comme une graine inattendue. Au milieu de tout cela, Don Vicente, bien qu'âgé, commença à écrire des lettres à son futur arrière-petite-fille. Il a parlé des valeurs,
des erreurs commises, de la fierté de sa famille et de son désir que celui qui le suit l'aime plus que lui. Ces lettres sont conservées dans un coffre-fort, jusqu'à ce qu'elles jouent un rôle important dans la tournure de l'histoire. Au fil des jours, la date de naissance se rapproche comme une horloge implacable. Et du coup, l'inévitable affrontement entre un mensonge et ce qui s'est avéré être vrai. Il ne reste que 2 semaines avant la date prévue de l'accouchement. Marisol marchait lentement, sentant le poids du bébé et le poids de sa propre confusion. L'accord, qui a d'abord semblé être un accord froid, est maintenant devenu un contour émotionnel dense, et il est le seul à se souvenir encore que, techniquement, c'est un mensonge. Un soir, après un dîner tranquille sur le balcon de l'hôtel, Marisol regarda Gaël avec des yeux fixes et lui dit : « Quand le bébé naît ? Quelle est notre prochaine étape ? » Gaël répondit lentement. Il prit une gorgée de vin, prit une profonde respiration et répondit par une vérité qu'il n'avait pas encore complètement formulée. « Je ne sais pas. Cela n'a jamais été un plan. Plus maintenant. » Les mots étaient suspendus dans l'air, inconfortables et doux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que James, le cousin rejeté, avait tout découvert. Grâce à ses relations avec un journaliste corrompu, il a obtenu les documents originaux de Marisol, y compris son formulaire pour être accepté dans un refuge public pour femmes enceintes. Il attendait le bon moment pour agir avec brutalité pendant l'opération. L'occasion s'est présentée lors de la fête d'accueil du bébé, que Renata a organisée dans le jardin du manoir de Monteverde. Ils étaient tous là dont Vicente, les membres du conseil d'administration de la fondation, des partenaires commerciaux, des chroniqueurs sociaux. C'était la soirée parfaite et, pour cette raison, le choix de James. Au milieu du toast, James a pris le micro avec une élégance espiègle. « Félicitations à mon cher cousin Gaël. Pour son courage de s'occuper d'un enfant qui... En fait, ce n'était pas la sienne. Ce n'est même pas à vous de décider. Marisol Davila, ou plutôt Luciana Prado, était sans abri jusqu'à il y a 3 mois. Tu sais ? » Le silence était parfait. Tous les yeux étaient rivés sur Marisol, qui sentait le sol disparaître sous ses pieds. Elle attrapa son ventre d'une main, comme une main naturelle protectrice, tandis que l'autre tremblait. Don Vicente fut stupéfait et se borna à regarder Gaël, non pas avec colère, mais avec une profonde tristesse. « Est-ce vrai ? » a-t-il demandé. Gaël a essayé de s'expliquer. Il a commencé à parler du contrat, du plan, de la pression. Mais avant qu'il eût pu achever, Marisol se tourna vers lui et, d'une voix étourdie, lui dit : « Vous n'avez pas à me défendre. Je peux le gérer tout seul. Je l'ai supporté tout le temps. » Devant tout le monde, il était parti. Il passa devant les lumières, les invités muets, les serveurs gelés. Il est parti avec dignité, mais à l'intérieur, tout s'est effondré. Quelques heures plus tard, Gaël se rendit dans sa chambre. Il trouva le placard vide, le lit était fait, le berceau était plein. Marisol était partie. Désespéré, il a appelé Esteban, il y avait des caméras, des enregistrements, des contacts d'urgence. Mais il a disparu comme une ombre. Le changement fut achevé le lendemain matin, lorsque Don Vicente, qui était couché dans son lit, appela Gaël. Sa voix était douce mais ferme. « Vous avez échoué dans votre plan. Mais peut-être qu'il a gagné quelque chose de plus grand. » Et puis, le vieil homme tendit une lettre à Gaël, elle était écrite à l'arrière-petite-fille qu'il ne reconnaîtrait peut-être pas. À l'intérieur, des mots d'amour, mais aussi d'avertissement. N'héritez pas d'un empire si vous ne pouvez pas regarder les autres avec humanité. L'argent ne donne pas d'âme. Seul l'amour peut faire cela. Le matin même, Marisol est retrouvée, non pas par la police, mais par Renata, qui, sentant qu'elle peut se cacher où elle se trouve, la prend dans le métro Hidalgo. Il était assis dans le même coin où l'histoire avait commencé. Seul, les larmes aux yeux, semblant revenir au début. Mais il en transporte plus que jamais. Renate ne dit rien. Il s'est juste assis à côté d'elle. Quelques minutes plus tard, Marisol murmura. « J'ai menti, mais j'ai aussi aimé. Comment diable cela peut-il arriver en même temps ?» Renata tendit la main. C'est le vrai sentiment qui vient avec. Au milieu du chaos. L'effet de la divulgation publique est dévastateur. Les actionnaires de Monteverde Holding sont paniqués. Le nom de la famille a fait la une des journaux mexicains. Un millionnaire invente la paternité pour préserver l'héritage.
L'action a baissé de 11 en 2 jours. L'équipe RP a travaillé sans relâche pour éviter les dégâts, mais la crise est allée au-delà de l'image, elle était interne. Bien que Gaël ait été choqué par la disparition de Marisol, il a refusé de continuer l'absurdité. Lors d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration, il a pris toute la responsabilité, c'est moi qui ai manipulé la situation. Marisol a survécu. Ses paroles n'étaient pas des excuses mais des aveux. Pour la première fois, Gaël Monteverde s'exprima de manière incontrôlable, sans se protéger derrière la raison. Les conseillers gardèrent le silence. Le vieux Vincent sourit légèrement, doucement, au fond de la salle. La crise a révélé ce que le destin ne peut pas acheter, la conscience. Pendant ce temps, Marisol s'est cachée chez Renata à Oaxaca. Loin de la capitale, du scandale, des caméras, il a finalement fait une pause, mais il n'a jamais trouvé la paix. Il ressentait plus souvent les mouvements du bébé, peut-être ressentait-il aussi l'excitation. Elle s'est endormie un peu, a pleuré en secret et a refusé les appels téléphoniques de Gaël, même si elle essayait juste de savoir si elle et le bébé allaient bien. Renate ne l'a pas forcé. Il n'offrait que du thé, des conversations légères, le silence si nécessaire. Il comprend ce que c'est que d'être reconstruit. Je sais que ce n'est pas fait à la hâte. Dans cette nouvelle œuvre, le père Julien est apparu un après-midi, amené par Renata. Pas de soutane, pas de conseil. Juste un carnet dans les mains, un cadeau ici, si tu veux écrire à ton fils, ou pour toi-même. Parfois, c'est plus facile de parler sur papier. Marisol était d'accord. Le soir, il se met à écrire. Lettre au bébé. Lettre de vie. Des lettres à Gaël, qui ne peuvent jamais être livrées. L'écriture est le seul moyen de résoudre le problème. Le temps avance, cependant. Le bébé est sur le point de naître. De retour à Mexico, Gaël commence à faire face à une nouvelle réalité. Il n'y a pas d'héritage garanti, pas de Marisol, pas d'explication. Mais quelque chose avait changé en lui. Il a commencé à visiter des ONG, à parler à de jeunes entrepreneurs, à soutenir soigneusement des projets sociaux, non pas par culpabilité, mais par transformation. Stéphane se tourna vers lui. « Où est-ce que je vais ? » ?»« Oui. »« Arrêtez d'attendre le pardon. Suivez-le. Soyez prêt à ne pas être accepté. » Gaël ne répondit pas, mais il avait déjà commencé à planifier. Quelques jours plus tard, il s'est rendu à Oaxaca. Il arriva à la maison de Renata sans hésiter. Il l'accepta d'un air calmé, avant de poser une question, dit. Il était à l'hôpital. Le garçon est en route. Le monde s'est arrêté. Gaël a couru comme d'habitude. Elle est arrivée à la maternité à temps pour la voir aller travailler. Quand Marisol l'aperçut à la porte, ses yeux furent remplis de larmes, non pas de douleur, mais de souvenirs. Il n'a rien dit. Il lui attrapa juste la main. Et il l'a permis. Cette nuit-là, Mathieu est né, un bébé en bonne santé, avec des yeux attentifs et une expression forte comme celle de sa mère. S'exclama Gaël. Non pas parce qu'il est père. Mais parce que j'ai enfin compris ce qu'est l'amour sans contrat, sans contrôle, sans garantie. La naissance de Mathieu n'a pas mis fin à l'histoire, mais elle a recommencé. Les jours suivants à l'hôpital ont été calmes mais pleins de sens. Gaël était toujours là, mais à l'arrière. Il attendit les instructions de Marisol, en respectant son espace. Je savais que je ne pouvais rien demander, je voulais juste faire une offre. Marisol, quant à elle, était très fatiguée. Les naissances, l'exposition publique, les traumatismes qui guérissent à peine. Tout cela est discutable dans chaque action. Mais quand il a vu Gaël tenir Mathieu, le balancer soigneusement, chanter doucement mais pas doucement, il a vu quelque chose de différent. Il n'était plus l'homme qu'il avait embauché. C'est un homme brisé qui essaie de se reconstruire. De retour à la maison de Renata, habituée à accueillir la mère et le bébé, Marisol a commencé à guérir. Les longs bains, l'odeur du thé, le calme des montagnes, tout cela guérissait de l'intérieur. Pour la première fois, elle a pu s'occuper de son fils dans la dignité. Mais le plus grand soin reste en elle-même. Renata suggéra. Vous devez lui écrire. Pas pour le bébé. Gaël a récupéré le ballon. Mais cela n'a pas fonctionné. Dis-moi tout. Marisol était d'accord. Il écrit tous les soirs. Tout a commencé par la colère. Et puis il y a la solitude.
Finalement, avec nostalgie. Et enfin, avec espoir. Il n'écrit plus de lettres pour s'échapper. Il a écrit des mémoires de personnes qui ont survécu et se sont permis de vivre. Entre-temps, Gaël est retourné à Mexico avec un changement Davis. Il décline le poste de PDG, il cède la présidence à sa sœur Renata, avec l'approbation du conseil d'administration, et ne conserve qu'un rôle consultatif. Il a déclaré « Je ne veux pas d'un empire. Je veux du temps. Et un but ». Les actionnaires hésitèrent, mais Don Vicente intervint, celui qui a renoncé au pouvoir par amour. C'est le véritable héritier. Gaël a fondé un projet appelé Route, pour donner une chance aux mères sans-abri. Je veux rendre ce que j'ai reçu de la manière la plus honnête qui soit, en donnant de l'espace, en ne donnant pas. Le projet a commencé modestement, mais a rapidement recueilli un soutien, y compris un soutien international. Peu à peu, le nom de Monteverde est revenu à la une des journaux, mais pour une autre raison, la transformation humaine, pas le scandale. Quelques semaines plus tard, en parfait équilibre physique et émotionnel, Marisol reçoit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des lettres de Don Vicente à Matteo, que Renate avait cachées. Dans l'une d'elles, l'ancien a dit « Je sais que tout ce qui commence par un mensonge ne se termine pas par la vérité. Mais parfois, la vérité est ce que nous pouvons construire après que les masques soient tombés. » Marisol a pleuré en le lisant. Le même jour, il décida de rendre visite à Gaël. Pas avec la promesse de la réconciliation, mais avec le courage de quelqu'un qui sait que l'amour exige de la présence, pas de la perfection. Il arriva au quartier général des Res sans prévenir. Il trouva Gaël entouré de bénévoles, les manches retroussées avec des chemises, et essuyant le sol d'une future chambre d'enfant. Il l'a vu. Et il s'est figé. Il a juste souri et a dit « Je suis prêt à parler. Mais maintenant. » Tout comme Marisol. Je suis la femme. C'est là où j'étais. Et celui qui n'a pas encore été découvert. Gaël posa ses outils, s'approcha et répondit. Alors, allons à l'école ensemble. À l'époque, il n'y avait pas de baiser. Il n'y a pas de promesse. Juste une longue étreinte silencieuse, le genre d'étreinte qui ne clôt pas une histoire, mais ouvre un nouveau chapitre. Les retrouvailles de Marisol et Gaël ont marqué le début d'une nouvelle phase incertaine. Bien que le lien entre les deux soit plus mature, la vie réelle nécessite des décisions difficiles. Ils ne sont plus d'accord, ou sont protégés par le mensonge. Ils ont dû construire quelque chose à partir de zéro, avec les bagages qu'ils transportaient. Marisol, qui est encore plus reconnaissante du projet de Rez et des changements de Gaël, rejette toutes sortes d'attentes émotionnelles ou économiques automatiques. Il a suggéré une chose, il voulait travailler sur le projet, mais en tant que collaborateur ordinaire. Il n'y a pas de privilège. Elle n'a aucun doute car elle est la mère du fils du fondateur. Gaël hésita. Sa nature est de la protéger. Mais il s'est rendu compte que la seule façon de maintenir le lien était d'accepter sa liberté. Convenu. Et là, entre les feuilles de calcul, les réunions communautaires et les changements de couches, ils ont recommencé à se rencontrer d'égal à égal, ce qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Pendant ce temps, Santiago Monteverde, qui avait été humilié et exilé du conseil de famille, préparait sa dernière lettre. Avec du ressentiment et une soif de vengeance, il a eu accès aux anciens dossiers bancaires du groupe Monteverde, qui comprenaient des contrats suspects avec des sociétés écrans, conclus dans les années 1990, alors que Vicente était encore à la barre. Il a menacé il rétablirait la présidence de la Fondation Monteverde, où il remettrait les documents au journal, détruisant ainsi des décennies d'héritage familial. Vincent, déjà évanoui, prend la nouvelle comme un coup mortel. Entre-temps, Matthew, qui a maintenant 2 mois, est tombé malade. Fièvre sans raison apparente. Les médecins parlaient d'observation, mais la peur du pire planait dans l'air comme un nuage. Marisol est restée éveillée toute la nuit. Gaël, à ses côtés, ressentait l'incompétence d'un vrai père. Il ne pouvait pas acheter la santé, il ne pouvait pas la résoudre par des contrats. La vie est imprévisible. Et c'est ce qui l'a brisé à l'intérieur. Cette semaine-là, Vicente a eu une grave récidive. À l'hôpital, faible, elle ne demanda qu'une chose, voir Mathieu. Malgré la fièvre, les médecins ont autorisé une courte visite à l'hôpital. Marisol et Gaël se sont tenus la main, prenant le bébé. Vincent, voyant son petit fil dans ses bras, vit des larmes. Il ne parlait pas d'empire, d'argent ou de honte. Il a simplement dit «
C'est un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Quelques jours plus tard, Vicente mourut. Et avec lui, toutes les forces symboliques du patriarche de la famille Monteverde. Le testament final a été annoncé. À la surprise générale, Vincent ne laissa l'empire ni à Gaël, ni à Jacques, ni à Renata. Il a tout laissé entre les mains de la Fondation Rez, avec une seule clause qu'elle soit dirigée par un conseil composé d'anciens bénéficiaires de ses programmes sociaux. James était terrifié. Renate sourit. Gaël ferma les yeux et comprit. Le vieil homme a fait de l'Empire un héritage. Mais Jacques n'acceptera pas une nouvelle défaite. 2 jours après la lecture du testament, le scandale promis éclate, les accusations de corruption du passé explosent dans tous les journaux. James avait déjà tout enlevé, même s'il savait que cela nuirait à sa propre famille. La police a ouvert une enquête. Le gouvernement va geler temporairement les avoirs du groupe. Les projets sociaux sont en danger. Et le nom de Monteverde, qui a accumulé tant de sang et de sacrifices, est maintenant synonyme de scandale. Et dans ce contexte, alors que la santé de Matteo était encore instable, que l'image de la famille était détruite et que l'avenir de la fondation était en danger, Marisol a regardé Gaël et lui a dit : « Je pense qu'il est temps d'arrêter de courir. Battez-vous pour ce qui est important. » D'accord. Le point culminant est proche. Il ne s'agit pas seulement de choisir entre l'amour et l'empire. C'est un choix entre le passé et l'avenir. La nouvelle du scandale de Monteverde s'est répandue comme une traînée de poudre dans les broussailles. Des manifestations ont éclaté devant les bureaux du groupe d'affaires. Les influenceurs et les politiciens exigent des prises de position publiques. L'atmosphère est à la rébellion, mais aussi à l'espoir. Après tout, c'est le plus grand destin du Mexique qui est en jeu, et maintenant aussi l'intégrité de la Fondation Rez. Pour la première fois de sa vie, Gaël Monteverde ne s'est pas caché. Il a convoqué une conférence de presse. Il s'est assis devant des dizaines de journalistes, les caméras allumées et les micros à vide. Debout à côté d'elle, Renata. À l'arrière, prudemment, Marisol avec Mathieu sur ses genoux. Il prit une profonde inspiration. Et il commença. « Je suis Gaël Monteverde. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai vécu pour maintenir un empire. J'ai pris la mauvaise décision. Je trompais les gens. J'avais tort. Aujourd'hui je suis là pour tout vous dire. Seule la vérité peut sauver ce qui est important. » Gaël raconte alors toute l'histoire de la clause successorale, au contrat avec Marisol, en passant par la mascarade de la paternité, la transformation qu'elle a subie, la mort de Vicente. Il a admis toutes les erreurs. Mais il a fait autre chose, il a publiquement renoncé à son héritage, même s'il savait qu'il n'était plus nécessaire. Je ne veux rien avoir qui n'a pas été construit avec intégrité. S'il y a une chose qui porte mon nom, qu'elle soit vraie. J'aimerais que mes parents soient comme Marilyn. Qu'il soit mon fils, qui m'a appris plus en 2 mois que je n'ai appris en des décennies. Le silence de la pièce était grave. À la fin de la conférence de presse, un journaliste a demandé : « Es-tu toujours avec Marilyn ?» Il regarda en arrière. Marisol le regarda avec une nouvelle étincelle dans les yeux. Avant qu'il ne puisse répondre, il s'est approché avec le micro à la main. « Non. Je n'étais pas avec lui. J'étais juste à côté de lui. Car c'est en lui que je suis né de nouveau. » La salle a éclaté en applaudissements, non pas d'approbation facile, mais des émotions sincères. La vérité est rarement vue dans les conversations publiques. Et là, à ce moment-là, 2 personnes qui ont tout commencé par un mensonge ont montré ce qu'est l'amour avec courage. Cette nuit-là, James a tenté de fuir le pays. Il a été arrêté à l'aéroport. Parmi les accusations, il y avait le fait qu'il avait lui-même fait la lumière sur des transactions financières qu'il avait également compromis. Son plan de destruction s'est retourné contre lui. La police l'a emmené en silence. Il n'y a pas d'héritage pour lui. Il n'y a qu'une seule leçon. Gaël, Marisol et Mathieu rentrèrent chez eux ensemble. Pour la première fois, sans contrat, sans secret, sans peur. Gaël a confié la gestion de la fondation à un groupe d'anciens sans-abri, comme Vicente l'avait prévu. Il a conservé un rôle de consultant tout en démarrant une nouvelle entreprise, quelque chose de petit, personnel, axé sur l'économie solidaire. Marisol, quant à elle, a décidé d'étudier la pédagogie. « J'adore travailler avec des enfants vulnérables, comme je le faisais auparavant. » Mathieu s'est complètement rétabli. Et le jour du 3e anniversaire du bébé,
Ils ont fait une petite fête dans le jardin de la maison de Renata. Ils sont juste les meilleurs amis. Entre accolades, gâteau au chocolat et silence d'un homme qui a affronté le chaos et survécu, Gaël s'est agenouillé devant Marisol, sans anneau, sans répétition, et s'est contenté de dire. Je ne veux pas t'épouser pour le bien d'un empire. Je veux vivre avec toi. Avec vous, je comprends ce que signifie avoir un chez-soi. Il sourit. Elle a répondu, les larmes aux yeux. Et j'ai accepté de t'aimer. Parce que, de vous, j'ai appris que personne ne sait d'où ils viennent, mais ce qu'ils choisissent d'être à partir de maintenant. C'était la fin d'un mensonge. Et c'est le début de toutes les choses qui sont vraies. Quelques mois se sont écoulés depuis cette conférence de presse historique. La poussière du scandale est retombée, mais l'héritage de ce qui a été vécu continue de croître, non pas dans les bâtiments ou les profits, mais chez ceux qui ont été touchés par une véritable histoire de rédemption. La fondation Ress s'est élargie. Il l'a vu dans d'autres villes. Les femmes sans abri, les mères célibataires, les jeunes sans accès à l'éducation, tous y ont trouvé plus qu'une et de la dignité. Et sur tous les murs du siège principal est gravée une phrase du fondateur. Il ne s'agit pas de sauver les autres. Il s'agit de marcher à leur côté. Gaël Monteverde est devenu une figure inconnue de ceux qui l'ont connu dans le passé. Il troquait des voitures de luxe contre un café déterminé, la rencontre tendue de l'après-midi dans le parc avec Mathieu. Il a toujours des entreprises, mais avec une perspective différente. Une grande entreprise est une entreprise qui rend le monde meilleur. Marisol, aujourd'hui étudiante à l'université, est devenue un symbole de dépassement de soi. Il est invité à prendre la parole dans les écoles, dans les congrès, mais il refuse toute popularité. Je ne suis pas un exemple. Je suis juste quelqu'un qui a pris un risque et a décidé de ne pas le gaspiller. Ces mots, toujours simples, étaient plus profondément touchés que n'importe quel discours complexe. Mathieu a grandi entouré des amours, de livres et de liberté. Un garçon souriant et curieux qui aimait dessiner et écouter les histoires que sa mère avait inventées, presque toutes inspirées par ses propres cicatrices. Et pour Renata, elle est devenue la conservatrice culturelle de la fondation. Il mêle l'art, l'intégration et la mémoire. Elle crée des expositions avec des objets donnés par des sans-abri, chaussures qui fuient, poupées oubliées, billets cassés qui transforment la douleur en beauté. Comme il le disait lui-même, tous les êtres vivants peuvent prospérer s'ils sont regardés avec amour. Dans la maison de campagne où vivent Marisol, Gaël et Mathéo, la simplicité et le silence règnent. Un petit jardin, un hamac sur le balcon, des jouets éparpillés et l'odeur du café fraîchement moulu. Là, tous les dimanches, on lisait de vieilles lettres de Don Vicente. Ils rirent de l'expression solennelle du vieux patriarche et furent émus par son dernier message. Si l'héritage est un droit, le changement est un choix. Vous avez choisi d'aimer. C'est l'héritage de notre famille. L'histoire de Gaël et Marisol n'est pas parfaite. Cela a commencé par des mensonges, et passé par des pertes, des scandales, des évasions et des cicatrices. Mais ils s'est retrouvés avec quelque chose de plus rare que n'importe quel destin. Vérité, amour et liberté. Des années plus tard, Mathieu a couru dans le jardin avec un avion en papier à la main, criant qu'il allait conquérir le ciel. Gaël et Marisol l'observaient depuis le balcon, les mains jointes, souriant en silence. Le soleil se couche sur l'ancienne maison de Don Vicente, qui a été transformée en un havre culturel pour la Fondation Ress. Marisol s'approcha de son fils et lui dit : « Vous êtes né d'une histoire difficile, ma chère. Mais ce qu'il a construit avec, c'est ce qui compte. » Et Mathieu, les yeux brillants, répondit : « Nous pouvons recommencer, n'est-ce pas ? » Et ils recommencèrent. Tous les jours. Si cette histoire vous a touché le cœur, partagez-la avec quelqu'un qui croit au pouvoir de la transformation et de l'amour véritable. Laissez-le dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous touche le plus ? Pensez-vous que les mensonges peuvent être vrais ? Avez-vous déjà eu une expérience similaire ? Par exemple, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour des histoires plus intenses comme celle-ci. N'oubliez pas, personne ne vient de ce que vous choisissez d'être. Il a ajouté : « Je crois au nouveau départ. » Diffusons ce message.